Hello, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 d'À l'origine de Belle-Gnôle. Dans l'épisode 1, on est revenu à l'origine de Cocktailers. Mathieu t'a raconté leur tour d'Europe des distilleries et comment ça les a aidés à préciser leur projet, de caviste à embouteilleur. Dans cet épisode, on va parler du lancement de Cocktailers et de comment Mathieu et Timothée ont financé ce projet. Allez, c'est parti ? Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu du lancement de Cocktailers. Déjà, est-ce que je le prononce bien ? Tu le prononces très bien et tu es une des rares personnes à bien le prononcer. Cocktailers. Comment est-ce que les gens le disent ? Cocktelé, Ok. cocktailier, cocktelé, cocktelé. Ouais. Voilà. C'est Oui, il y a à le peu côté près. coquetier. Il y a peut-être exactement qui, le côté coquetier qui ressort, mais c'est sûr que personne n'arrive à le prononcer correctement. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on a changé de nom. Ok, ça marche. Et bien justement, si on se pose, avant de parler du lancement un peu officiel et de parler un peu de business plan et de finance, à quel moment vous trouvez ce nom, Cocktailers, à quel moment ça intervient dans la création de cette marque ? Quand on est parti faire notre tour d'Europe, on a créé une page Instagram et une page Facebook pour nos 10 followers de l'époque, dont 4 parents, 3 frères et sœurs et 2 inconnus à peu près, je pense. Et en créant cette page, du coup, on l'a appelée Cocktail Spirit Tour. Donc avec le cocktail et spirits en anglais, les spiritueux, mais aussi l'esprit des spiritueux. Et en faisant nos vidéos, on avait vu un petit peu ce gimmick chez tous les youtubeurs, parce qu'on espérait avoir une chaîne YouTube suivie par des millions de personnes, où les gens donnent un nom à leur communauté, et du coup, nous, au début de chaque vidéo, on disait « Salut les cocktailers ». Ok. Et en fait, on s'est juste rendu compte qu'au moment de trouver un nom, on s'est dit, mais en fait, on l'a devant nous, ce nom, depuis le début. On pouvait pas garder Cocktail Spirits, et parce qu'il y a un des plus gros salons des spiritueux en France qui s'appelle Cocktail Spirits. Et on s'est dit, on va pas tout de suite rentrer dans le conflit en arrivant dans cet univers-là, qui est un univers plutôt restreint. Donc du coup, on s'est dit qu'il fallait que ce soit autre chose que Cocktail Spirits. On s'est dit qu'on faisait des spiritueux français, donc on allait essayer d'aiguiller les gens et aider les gens à rentrer dans les spiritueux, notamment par le cocktail, qui pour nous est une bonne façon de découvrir les spiritueux, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de commencer par un spiritueux sec à 46 degrés. Voilà, tous les palais ne sont pas forcément habitués à ça, mais déguster un cocktail bien fait, équilibré, c'est aussi une façon de découvrir les arômes d'un spiritueux. Donc du coup, on avait cette idée de créer notre marque autour des cocktails, sans pour autant faire du cocktail en bouteille, ce que beaucoup de gens ont cru qu'on faisait pendant un moment. Et on a choisi ce mot cocktail, C-O-Q-U-E-T-E-L, qui serait, selon la légende, une des origines du mot cocktail. Parce que ça viendrait du mot coquetier, parce que le docteur Péchaud, aujourd'hui il y a toujours une marque qui existe, qui est la marque Péchaud Bitters, donc une marque de bitters, qui est très utilisée dans les cocktails, et ce docteur Péchaud, qui était franc-maçon, et qui au début venait des Antilles, et était français, venait des Antilles, a fui au moment de la révolution des esclaves à la Nouvelle-Orléans, et a commencé en fait à recevoir ses copains francs-maçons dans son arrière-boutique. Il était apothicaire, et il leur préparait des boissons d'alcool mélangé. Et pour mélanger ces alcools et doser ces alcools, il se servait d'un coquetier. Donc c'est le jigger qu'on génial. a aujourd'hui. Ah, c'est pour ça qu'il y a peut-être des... Je crois que si je me trompe pas, certains jiggers japonais sont beaucoup plus arrondis que les jiggers, donc les verseurs, si on peut le traduire, triangulaires un peu connus des bars. Ouais, alors est-ce que la forme vient de là sur les verseurs japonais? Ça, tu sais peut-être plus que moi, effectivement. Je ne savais même pas que c'était plutôt les verseurs japonais J'ai un doute qui avaient maintenant, ces mais je sais que formes-là. j'en ai vu. C'est fou. Donc ils utilisaient les coquetiers pour Voilà, verser il l'alcool. utilisait son coquetier pour doser et verser l'alcool.
Et donc, du coup, les anglo-saxons qui n'arrivaient pas à prononcer le mot cocktail l'auraient transformé en cocktail. Après, il y a plein d'autres légendes Ouais. qui existent autour de l'apparition du mot cocktail, que ce soit la plume de coq qu'on mettait dans le verre pour savoir quelle était la boisson qu'il y avait dans le verre selon la couleur de la plume. Il y a aussi des histoires de queue de chevaux dont on coupait les ligaments pour qu'elles se relèvent. Et c'est un prince, je ne sais plus d'où, qui avait offert un cheval à une de ses maîtresses. Et du coup, ça serait venu de là. Donc, il y avait plein de légendes qui existaient. Et nous, vu qu'on se lançait sur les spiritueux artisanaux français, on s'est dit, bah, on va Ouais. utiliser cette origine du mot cocktail qui viendrait du français. Ok. Bah oui, d'ailleurs, si ça vous intéresse, pendant que vous écoutez le podcast, n'hésitez pas parce que j'ai vu sur votre site, sur le site de Belgnol, qu'il y a toute une page dédiée au mot cocktail. Donc n'hésitez pas à aller regarder parce que c'était super intéressant de lire les différentes origines. Effectivement, j'ai cru comprendre que bon, c'est compliqué de trouver une origine, on va dire celle qui est la plus originelle. Mais bon, on va dire que celle-ci est plutôt pas mal. On Euh, sait aujourd'hui que si on reprend l'historique, l'origine du mot cocktail ne vient pas forcément de ce fameux docteur Péchaud parce que d'après les dates, il aurait eu 2 ans à partir Ah oui, ok. de l'apparition du mot cocktail. Donc du coup, ça paraît difficile à 2 ans d'avoir eu le temps de s'expatrier, d'être rentré chez les francs-maçons et de s'être mis à faire des cocktails à base d'alcool. Ça fait très vite, ouais, effectivement. Ok, ça marche. Et ben merci pour l'intro sur Cocktailers. Si on passe maintenant un petit peu à septembre 2019. Alors j'ai vu septembre 2019, mais attends, on a dit 3 janvier 2019. Donc si on repasse un peu, c'est quoi votre première étape? Donc vous rentrez de Tour du Monde, vous vous dites ok, c'est ça qu'on veut, de Tour du Monde, pardon. Tour d'Europe De Tour seulement. d'Europe, Bientôt le excuse-moi. tour du monde. Bientôt Un Tour jour. du Monde. Vous vous dites c'est bon, on sait ce qu'on veut faire et on veut se lancer. C'est quoi un peu la première étape? Par quoi est-ce que vous commencez? La première étape, c'est de savoir sur quel spiritueux on veut partir. Donc, c'est de se dire, dans les gens qu'on a rencontrés, avec qui on a envie de bosser, qui veut bosser avec nous, parce qu'il fallait aussi expliquer notre démarche aux gens avec qui on allait bosser. Et pour commencer, du coup, on a contacté différentes distilleries qu'on avait rencontrées. On a contacté la distillerie Guy, on a contacté la maison Brioté. Donc ça, c'est les 2 premiers qu'on a contactés. Et les 2 nous ont dit go immédiatement, au premier coup de téléphone. Donc déjà, on était là, waouh, en fait, si c'est aussi facile que ça de créer sa boîte, ça va aller comme sur des roulettes. Et puis ensuite, ben, on a essayé de réfléchir à toute la logistique. Il nous fallait un nom, donc ça, on avait trouvé Cocktailers assez rapidement. Il nous fallait des bouteilles, il nous fallait un design, il fallait qu'on sache légalement comment ça fonctionnait, parce que du coup, vu que c'est de l'alcool, c'est quand même très réglementé. Il fallait que ben, on fasse un pricing de nos bouteilles. On n'avait jamais bossé là-dedans, surtout dans un produit physique. Il faut aussi comprendre au moment où on fait son pricing tout le système de distribution et comment. Parce qu'au départ, on commence avec notre sac à dos dans lequel on met nos bouteilles et on va taper à la porte des gens pour leur faire déguster et leur dire achetez-nous des bouteilles, c'est trop génial ce qu'on fait. Mais il faut aussi se projeter dans l'avenir et se dire ok, mais comment est-ce que en fait vont être vendues nos bouteilles ensuite? Parce que on peut pas éternellement se balader avec notre sac à dos, donc il faut comprendre que il doit falloir faire rentrer des grossistes à un moment qui vont eux aussi vendre nos bouteilles. Il va falloir peut-être faire rentrer un distributeur qui va gérer la distribution de nos bouteilles. Il faut payer la logistique, donc faut inclure des coûts de transport, il faut inclure des coûts de stockage, voilà. Donc il faut vraiment arriver à tout rassembler, tout mettre dans un tableau et trouver la logique financière Mm. au fonctionnement de la boîte. Et donc Et ça, j'imagine que c'est aussi toutes vos discussions avec toutes les distilleries qui vous ont aidé, entre guillemets, à mettre vos lignes dans le business plan et à pas en oublier certaines et à même peut-être imaginer encore plus long terme, comme tu as pu le dire. exactement, ça a vraiment été
Les distilleries avec lesquelles on a commencé à bosser, la distillerie Guy, je pense aussi beaucoup à Claire Briotet, avec qui on voulait lancer un produit sur notre première gamme, et finalement ça s'est pas fait, et pourtant on l'a eu je sais pas combien de fois au téléphone où elle nous a vraiment expliqué tout le fonctionnement. Alors qu'on n'allait même pas bosser ensemble, en tous les cas au départ, et qui nous a filé plein de clés pour comprendre comment ça marchait, les fonctionnements douaniers, etc. Donc ça a été hyper précieux pour nous. Elle On a travaille où, cette personne? Claire Briotet, et c'est la maison Briotet à Dijon, Ok, avec qui on oui. fait maintenant une liqueur de pain d'épices et une liqueur de melon, Ok. à base de jus de melon de Cavaillon. Et donc du coup, elle a vraiment partagé avec nous beaucoup de choses. Ça a été très précieux pour nous. On a discuté avec d'autres gens. Il y avait notamment Vincent Béjot de 30 et 40, donc embouteilleur indépendant de Calvados, qui s'était déjà lancé, qui, pendant notre tour d'Europe, nous avait donné pas mal de contacts de maisons à aller voir dans le Calvados, et qui nous a aussi hyper bien aiguillés au début, à qui on était même allé présenter notre business plan. Il aurait pu nous dire les gars, vous vous lancez sur un secteur où je suis déjà, Ouais. je vais pas Vous vous êtes un filer futur concurrent. voilà, vous êtes un futur concurrent, je vais pas non plus vous filer des conseils. Et pourtant il a accepté de répondre à toutes nos questions, à nous dire ce qui allait bien dans notre business plan, ce qui allait pas, etc. Donc ça, c'était hyper précieux aussi. Donc on a eu la chance de tomber sur des gens très bienveillants dès le départ, et qui nous ont justement aidés dans toute la partie amont du lancement, parce qu'effectivement, il y a ce moment-là où on voit, c'est le dépôt de la marque et la première facture, enfin le dépôt de la société auprès du greffe, c'est le 9 septembre 2019. Et donc c'est l'anniversaire de Cocktailers à ce moment-là. Euh, il y a tout le travail qu'il faut faire en amont. Et puis se dire aussi quel produit je vais mettre dans la bouteille, et finalement c'est ça le plus important. Alors c'est pas je ne sais pas si c'est le plus important, mais ça fait partie des choses importantes, parce que on a beau avoir le meilleur produit, s'il n'est pas au bon Ouais. prix, et si il rencontre pas sa demande, et Il est bon pour toi, mais voilà, ouais. on ferme la boîte 3 jours après. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'est concentré entre le mois de janvier et le mois de septembre. C'est arrivé à se dire, on va d'abord lancer cette première gamme. Donc la première gamme, c'est ce que j'expliquais dans la première partie, c'est qu'on a lancé la liqueur de sapin et l'absinthe. Et là, pour plus de simplicité, en fait, au lieu de créer un produit en partant de zéro complètement, on s'est appuyé sur des choses qui existaient déjà à la distillerie Guy. Et donc du coup, on a sorti cette absinthe et cette liqueur de sapin. Donc du coup, le développement produit, on a essayé différentes choses, mais le développement produit a été très très simple. Et alors maintenant, tous les produits qu'on sort, c'est des produits du coup qu'on crée vraiment avec les distilleries. Mais pour plus de simplicité, au départ, on est parti avec des bases de la distillerie. Ok. Et si on parle un tout petit peu business plan, euh, comment ça se passe? À combien vous l'avez estimé? Si c'est possible de partager ce genre de choses. Qu'est-ce que vous mettez dedans, à peu près? Euh, Dans un business plan, on met ce qu'on veut, j'ai envie de dire, parce que le business plan, on le fait pour soi, on le fait un petit peu pour la banque aussi, on le fait un petit peu pour éventuellement des investisseurs à terme qui rentrent dans la société. Le business plan, c'est un plan de bataille. Après, dans une bataille, ça se déroule rarement exactement comme on l'avait prévu. Nous, on avait développé tout notre business plan sur un modèle 100% B2B. On lance la boîte en septembre 2019. Euh, Maintenant, on connaît ça, mais voilà, il peut arriver des choses comme le Covid, qui fait que tous les établissements ferment. Et donc, du coup, là, on a été confiné, je crois, en mars.
Mais à partir de janvier, l'Italie avait déjà fermé, était déjà confinée. En décembre, c'était déjà un petit peu la panique. Et les établissements, voyant ça, ont commencé déjà à se dire attendez, Ouais. on va peut-être pas non plus faire des stocks énormes, on va peut-être pas investir dans l'achat de produits. On a des produits premium, donc on va peut-être pas investir là-dedans, on va faire attention à notre trésor. Donc nous, on a déjà vu l'impact du Covid en fait dès décembre Ouais, dès le début, en fait. 2019. Ouais. Et te dire exactement combien on avait mis dans le business plan, si jamais je te ressors, je pense, le business plan qu'on avait fait au départ, je pense qu'aujourd'hui, on devrait être millionnaire avec Timothée à peu près. Mais tu as une tranche d'idée un peu de sur 0, 50 000, 50 000, 100 000, 100 000. Enfin, c'est juste pour avoir un ordre d'idée un peu pour la de première l'argent gamme. à investir, tu veux dire, dedans ou... Les deux, enfin de combien peut-être vous avez mis dedans et combien vous projetiez peut-être en dépenses pour la première année. Enfin, j'imagine que c'est un business plan pour la première année et il y en a en évolution sur peut-être 2-3 ans. Alors, à cette époque-là, c'était surtout Tim qui était sur les chiffres. Hum. C'était son expertise venant du monde de la finance. Donc, j'ai pas de chiffres exacts à te donner comme ça. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on a dû mettre avec Tim euh, autour de... Alors, en comptant l'investissement du Tour d'Europe, qui fait Qui fait partie partie des des frais, ouais. investissements Ouais. de création de la boîte, parce que c'est grâce à ça qu'on a pu tout créer par la suite. On a dû mettre l'équivalent de 10 ou 12 000 euros chacun Ok. dans la boîte. Et on a commencé, c'est ce que je t'expliquais dans la première partie aussi, on a commencé avec ces fameuses 256 bouteilles qui ont été contrôlées par les douanes. Et donc vraiment, on a commencé avec un tout petit stock et le but au départ était vraiment de s'autofinancer et que la vente de ce premier stock permette de racheter le second stock et au fur et à mesure de faire augmenter nos volumes. Euh, Sauf que le Covid est arrivé à ce moment-là, donc de toute façon, toute cette partie business plan-là était complètement Ouais. euh, foutue et ne ressemblait plus à rien. Euh, mais du coup, on s'est quand même dit qu'il fallait qu'on s'est confiné ensemble avec Tim. Au début, on n'a pas fait grand-chose parce qu'on se disait mais qu'est-ce qu'on a à faire? Et puis on a essayé de réfléchir à d'autres choses. C'est là où on s'est lancé sur la partie B2B, où on a créé notre premier site de vente en ligne pour nos bouteilles. B2C, tu veux dire? Ouais, B2C, notre premier site e-commerce sur lequel nos potes pouvaient acheter des bouteilles pendant le confinement. Donc c'était le côté pratique de la chose. Et en fait, une fois le confinement fini et les confinements finis, il faut aussi se rappeler que, alors il y a eu 3 confinements, je crois, c'est ça, si je dis pas de bêtises, Ouais. deux, plus ou moins Ouais. 3. En novembre et après en janvier, ouais. Voilà. Il y avait des jauges dans les bars et dans les restaurants. Donc c'était des demi-jauges. Donc ils récupéraient que la moitié de leur clientèle. Euh, donc à ce moment-là, finalement, ils étaient toujours très peu enclins à acheter nos bouteilles. Alors on a eu la chance quand même d'arriver à vendre des bouteilles. Mais pour te donner un exemple, on a dû vendre autant de bouteilles sur nos 2 premières années, ouais, sur nos 3 premières années d'exercice que ce qu'on a vendu sur la dernière. Ouais. Donc au début, en fait, la mise en route a été très lente. On a pris 2 ans dans la vue. On n'a pas baissé les bras en se disant on va quand même essayer. Et puis on voyait qu'on avait de l'attraction quand même parce que on a commencé à bosser au début. On a ciblé plutôt les bars à cocktails parce qu'on avait quand même des produits qui étaient assez pointus et peu connus, mais avec des goûts hyper intéressants à bosser en cocktail. Donc du coup, on a vu qu'on arrivait à travailler avec des très beaux établissements. Euh, on a bossé avec beaucoup de bars à cocktails parisiens. Je pense que maintenant, nos bouteilles sont passées par pas mal d'établissements parisiens.
Et on se disait, bah, si jamais ça plaît dans ces établissements-là, c'est qu'il y a une demande dans le reste. Donc on a continué, on a développé la gamme. Sur les 2 premières années, on a sorti nos 8 références qu'on a aujourd'hui. Ok. Et Euh, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu estimes dans le business plan? On va partir avec 2 cette année, on projette de continuer, je sais pas, de bosser avec encore, enfin, de faire fois 2, donc de faire 4, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on projette c'est quelque chose qu'on projette. On ne sait pas exactement à chaque fois quel va être le temps pour mettre en place Ouais, le produit. Mais sur les 2 premières années, on sait qu'on ne va pas pouvoir fonctionner avec que 2 références. Quand on va taper à la porte d'un bar, d'un resto, on est face à des distributeurs qui eux aussi viennent taper à la porte ou à des grosses distilleries et qui eux ont un catalogue de produits. ouais, Donc ça veut dire euh, un seul point de contact pour 15 références. Euh, Dans le monde de la restauration, dans le CHR, café, hôtel, restaurant, on ne peut pas dire que sur la partie administrative, ce soit les meilleurs. Donc du coup, ils préfèrent limiter au maximum le nombre de fournisseurs qu'ils vont avoir. Parce que s'ils se retrouvent à la fin du mois à devoir régler 40-50 fournisseurs différents, ça demande énormément d'administratifs et c'est pas leur fort, donc ils essayent de limiter au maximum. Donc plus tu as de références et plus tu as une chance de pouvoir rentrer chez un client et plus tu as de chances qu'il puisse découvrir ensuite le reste de ta gamme. Donc ouais. ça permet, voilà, plus tu as de références, plus tu as de la chance de pouvoir mettre un pied, dans ces établissements-là. Alors après, je parle de mon point de vue, il y a aussi des gens qui font que du Calvados, il y a des gens qui font que de la gentiane euh, et qui, du coup, ben, arrivent quand même à fonctionner de différentes façons. Nous, notre point de vue, c'était de se dire, plus on a une gamme étendue, plus on va pouvoir rentrer dans les établissements et avoir ce point unique de contact avec les établissements. Donc on avait anticipé le développement de la gamme. On n'avait pas anticipé qu'on allait lancer 8 références en 2 ans parce que c'est quand même énormément de boulot. Mais on était dedans, on sortait de notre tour d'Europe, on n'avait pas grand-chose à faire pendant le Covid, donc on avait le temps d'anticiper aussi les choses. Et typiquement, même si le Covid, effectivement, nous a fait prendre beaucoup de retard sur le développement programmé de la boîte, il nous a aussi permis, d'un autre côté, de réfléchir à beaucoup d'autres choses, de mettre en place cette partie B2C qui aujourd'hui ça doit représenter 10% de notre chiffre d'affaires, Hmm. mais bah, typiquement au moment des fêtes, c'est aussi ça qui fait qu'on fait de la communication sur les réseaux sociaux. Et même si à la fin ça nous rapporte pas énormément, c'est aussi une partie communication qui est très importante pour l'image de la marque parce que aujourd'hui il faut être présent sur les réseaux. C'est ça qui montre aux gens qu'on existe, Ouais, qu'on est toujours là. Euh, c'est quelque chose que j'ai pas mal ressenti au moment du départ de Timothée. J'avais 1000 choses à faire avec son départ, beaucoup de sujets à reprendre, etc. Donc clairement, j'ai mis de côté la partie communication hmm. externe, les posts sur les réseaux sociaux, les sponsorings de publicité, etc. Et je m'y suis remis là en septembre, octobre, novembre. Et j'ai plein de gens qui m'ont dit ah, mais on pensait que vous étiez plus là, Ouais, on vous voyait pas sur les réseaux, il n'y avait pas d'activité, on se demandait ce qui se passait. Donc vraiment, c'est ce truc de dire aux gens que c'est là et que c'est présent et que c'est actif hmm. pour aussi rester dans la tête des gens. Donc ça Ok. nous a permis de réfléchir à ça pas mal le Covid et de développer notre gamme pour avoir cet effet catalogue ensuite. Ouais. Et à quel moment vous allez voir donc la personne qui gère 30-40 et qui vous fait ses retours sur le business plan, ça intervient à quel moment? Ça, je pense qu'on a dû y aller en février, mars ou Ok. avril 2019. Et c'est quoi les... Tu te souviens un peu des retours qu'il vous a fait Alors, je me souviens de un retour qui nous a fait et qui peut être le conseil principal et le plus important qui nous est donné. C'est
pensez dans votre pricing à inclure un distributeur. Et c'est une phrase qui paraît toute bête, anodine et hyper logique, mais on n'y pense pas forcément au début parce que on se dit quand on va faire notre tarif, on a peur d'avoir un prix trop élevé, on se dit mais peut-être que les gens ils vont pas vouloir acheter, etc. Et du coup on a tendance alors déjà à sous-évaluer son produit. Euh, le produit, quand on met un prix, ben c'est la valeur du produit, non seulement financière, mais aussi aux yeux des gens. Donc il faut faire attention à pas se sous-évaluer en se disant mais je suis pas sûr d'arriver à le vendre Ouais. à ce prix-là. Voilà, nous on n'avait jamais vendu un produit physique. Au départ, quand on fait le prix, on a les retours de personnes parce qu'on n'a pas de produit encore, on n'a pas de bouteille à montrer ou à faire déguster aux gens, donc on peut pas aller taper à la porte des gens. Et les gens vont toujours être très sympas quand on va aller les voir au départ en disant si par exemple je te vendais une bouteille à ce prix-là Ouais. de quelque chose qui a ce goût-là, est-ce que ça t'intéresserait? Tout le monde est toujours hyper intéressé. Dans En les faits. revanche, dans les faits, voilà, au moment où il s'agit de sortir le carnet de chèques, c'est plus forcément la même. Donc il y a toujours ce côté un peu biaisé au départ de se dire ok, je peux essayer tel prix, etc. Le problème, c'est que une fois qu'on a fixé un prix, si jamais ce prix vient à augmenter, parce que justement on n'avait pas inclus un distributeur, on n'avait pas inclus un grossiste, c'est des gens qui vont prendre un distributeur, il va prendre 40% de marge euh, sur une bouteille qui va acheter X, il va la revendre 40% plus cher, lui, à un grossiste, qui lui-même va le revendre Ouais. 20% ou 30% plus cher à un caviste ou à un bar. Donc du coup, si jamais on ne trouve pas tout de suite ce prix final et qu'on n'a pas inclus le distributeur, le grossiste, on va se retrouver face à un dilemme ensuite quand on va aller voir des distributeurs parce qu'on se dit, OK, maintenant, je ne peux plus faire la livraison avec mon sac à dos et mes sacs Ikea en prenant le métro ou en louant un scooter à Paris pour aller livrer mes cartons. Euh, on va se retrouver face au dilemme où ben, soit on doit augmenter nos prix, donc toute la clientèle qu'on a développée, bah, on n'est pas sûr qu'elle continue de nous suivre. Ouais. Et il va falloir tout reprendre à zéro. Ça va aussi envoyer un mauvais signal au client parce qu'il va se dire, mais en fait, là, il m'augmente les prix, je ne comprends pas pourquoi Ouais. il se fout de moi. Puis ça Euh, doit être une grosse évolution. On passe peut-être pas de 20 à 21, c'est peut-être plus de, par exemple, 20 à voilà, 30. Donc c'est les gens ça. sont là, 10%, enfin 10 euros d'inflation, comment ça Ouais. se passe Comment ça se passe et d'où ça vient. Donc c'est vraiment la partie la plus importante, c'est la partie pricing. Euh, donc, Aujourd'hui, donc si on parle un peu pricing, si on continue ouais. dans ce domaine, comment tu te sens justement, c'était un peu le conseil à avoir par rapport aux distributeurs, comment tu te sens par rapport à votre pricing? Est-ce que tu sens que tu es là où tu devrais être? Est-ce que tu sens que ça te permet aujourd'hui, bah, on le sent parce qu'il y a plein de gammes différentes, donc j'imagine que oui, mais est-ce que ce conseil a vraiment permis de vous sécuriser dans les peut-être premières années? Ouais, oui, ça nous a permis de nous sécuriser dans les premières années parce que justement, on a fait notre pricing. On a eu tendance, au départ, on a fait notre pricing en incluant justement une partie distributeur et en allant taper aux portes, bah, quand on n'est pas habitué à vendre, quand on ne sait pas ce que c'est que du démarchage commercial. Moi, j'étais commercial, mais j'étais commercial sédentaire dans une boîte où il y avait des clients qui rentraient tout seuls et il n'y avait rien besoin de faire. Il suffisait de leur dire appuyez bien sur le bouton pour valider le paiement à la fin. C'était relativement simple. Quand on débarque dans un secteur où ben, un barman, il va voir 15 personnes comme nous tous les jours. Donc du coup, on a toujours tendance à se dire ah mais à se dévaloriser un petit peu et se dire mais en fait je vais être trop cher donc je vais essayer de lui vendre moins cher pour voir si ça passe. Et en fait grâce à ce conseil-là, on a pu entre les 2 premiers confinements signer avec un distributeur sans avoir à changer nos prix. Et Génial. donc aujourd'hui on travaille avec Pardella Spirits. Et c'est Loïc chez Pardella Spirits, le directeur de Pardella Spirits, qui nous a fait rentrer parce qu'il avait vu justement toutes nos communications, il avait vu nos produits et qu'il était en train de monter un catalogue spiritueux dans son catalogue de distribution de vin au départ. Et on a pu retravailler nos prix. Alors on les a un petit peu retravaillés, il y a quand même eu une légère augmentation des tarifs,
mais qui était très légère par rapport à ce qu'elle aurait été Ouais. si jamais on n'avait pas inclus dès le départ ce paramètre-là. Et si on veut faire une boîte qui grossit, si on veut qu'elle soit scalable, si on reprend les termes de la Startup Nation, et qu'on veut pouvoir se développer et sortir des 50 bouteilles vendues par mois, et que ce soit un business Ouais. qu'on fait à côté de quelque chose d'autre, euh, c'est le plus important, c'est d'être capable de mettre en place une distribution à grande échelle, à l'échelle nationale, pour distribuer ces produits. Et ça, aujourd'hui, le faire tout seul, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, on devient une boîte logistique ensuite, et on ne devient plus une boîte concentrée sur son produit et sur la vente de son produit. Parce que voilà, faut réaliser que dans les spiritueux, on a des produits qui pèsent lourd, on Ouais. a des produits fragiles, et que pour expédier 6 bouteilles dans un bar qui va être ouvert qu'à partir de 18h le soir, et qui va pas vouloir aller à la poste récupérer son colis parce que c'est pas un particulier qui fait un achat, c'est un mec qui bosse Ouais. et à 11h du matin, quand il a fini son service à 4h pour nettoyer son bar, il n'a pas forcément envie de devoir aller porter un colis de 10 kilos de la poste jusqu'à son bar. Ce qui a du sens. Voilà. Donc, quand on commence et qu'on est tout petit, on ne sait pas faire. On ne sait pas livrer en temps et en heure un client. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de s'appuyer aussi sur un distributeur. Donc, après, il y a des choses où il faut faire attention quand on rentre avec un distributeur. Il faut réaliser qu'il y a des notions d'exclusivité qui rentrent en jeu souvent. Euh, il Ok. faut réaliser aussi que ben, on sera toujours le meilleur pour vendre son produit et que je pense que ça, c'est peut-être la frustration que tous les créateurs de marques qui ont un produit et qui travaillent avec un spiritueux ont, c'est qu'on se dit, mais moi, j'arrive à le vendre, mon produit, Mm. et pourquoi est-ce que mon distributeur le fait pas aussi bien que moi? Euh, c'est normal. Un distributeur, il a 20, 30, 50, 100 produits dans son catalogue. Euh, il n'est pas concentré sur un seul produit et il n'en parlera jamais avec autant de passion que ce que Ouais. nous, les créateurs, on peut le faire. Donc ça, c'est une première chose à bien réaliser. Mais voilà, faut faire la balance entre ce que ça apporte et les contraintes que ça implique. Euh, et après, selon le modèle qu'on veut avoir, je connais des gens qui veulent justement pas du tout bosser avec un distributeur, qui veulent rester indépendants, qui veulent pouvoir parler eux-mêmes de leurs produits, choisir les endroits où ils sont. C'est souvent sur des produits à plus forte valeur ajoutée, du coup. Mm. Euh, Ouais, plus haut de gamme. voilà, plus haut de gamme. Et donc, du coup, ça sera un modèle encore différent. Mais voilà, nous, notre idée dès le départ, c'était de démocratiser les spiritueux français, de dépoussiérer les vieilles bouteilles, et que on propose des produits qui restent pas cachés au fond du placard pendant 5 ans. Et donc, pour démocratiser ça, il fallait qu'on puisse s'appuyer sur un distributeur. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a décidé justement de faire de faire cette balance et de partir avec Pardella Spirit, c'est de bosser avec sur notre distribution. Trop bien. Et si on parle un peu plus de financement, donc tu as dit à peu près, on va dire 25 000 euros divisé par deux sur la première année. Ça vous a permis d'acheter la matière première, de la réceptionner, d'acheter les bouteilles, d'acheter les étiquettes, etc. Et de pouvoir sortir ces 254 bouteilles, c'est ça? C'est ça, Ok. exactement. Ça nous a permis de financer donc tout le premier stock. Effectivement, il n'y a pas que le liquide, il y a les bouteilles, les étiquettes, la mise en bouteille, la main-d'œuvre pour la mise en bouteille, la location de la voiture pour aller Ouais. chercher les bouteilles. Donc, c'est plein de petits coûts au départ qu'on ne compte pas. Et parce qu'on se dit, bah, ça, de toute façon, c'est pour notre pomme. Euh, et puis finalement, en fait, c'est con, mais la location de la voiture, ça se transforme dans le prix de la livraison d'une palette
d'un entrepôt A à un entrepôt B quand on commence à grossir. Donc c'est des coûts effectivement qui aujourd'hui, sur des litres d'alcool qui vont valoir entre 8, 16, 20 euros, et ben si on rajoute 200 euros de coût de transport d'une palette, et ben on va rajouter 20-30 centimes Ouais. par bouteille dédiée à ça. Donc il y a les bouchons, il y a les sleeves, etc. Il y a le matériel pour mettre en bouteille, alors qu'au départ on n'avait pas acheté, mais parce que c'était fait au départ dans notre première distillerie. Mais il y a tout ça, il y a effectivement tout ça qui a été pris en compte dans ces 25-30 000 euros. Et donc ça, faut savoir qu'on était, moi j'étais au chômage au départ, Tim aussi avait son chômage, qu'on avait mis des sous de côté justement pour financer notre projet, et sachant qu'on n'allait pas tout de suite pouvoir se verser un salaire. Donc on a d'abord commencé comme ça en se disant qu'on allait autofinancer la boîte. Euh, Ensuite, dans un deuxième temps, comme ça arrive souvent dans ces boîtes qu'on crée, on s'est dit maintenant, si on veut accélérer, il va falloir qu'on lève des fonds. Donc nous, ce qu'on a choisi de faire au moment de lever des fonds, il y a on peut viser différents objectifs quand on lève des fonds, et on peut viser différents investisseurs. Nous, en tant que toute petite, toute récente société, c'était difficile de tout de suite aller voir des, des gros institutionnels du financement. De toute façon, il faut savoir que on travaille dans l'alcool, et que l'alcool, au même titre que les armes la pornographie et les cigarettes, ça sort de la thèse d'investissement Ouais. de la plupart des fonds d'investissement. Euh, donc déjà, on avait quand même pas mal de portes qui étaient fermées. Euh, Vu qu'on n'est pas producteur, qu'on n'a pas d'alambic, qu'on est simplement acheteur-revendeur, on va dire en gros, euh, sur nos alcools, si on nommait toute la partie création. Mais techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'on achète un produit fini à nos distilleries, qu'on le conditionne et qu'on le revend. Euh, et ben, on n'est pas non plus du tout éligible à toutes les aides de la BPI, par exemple, Ok. qui peuvent être importantes quand on crée sa boîte. Euh, donc du coup, on a décidé de faire une levée de fonds en crowd equity, donc c'est-à-dire qu'on est allé chercher des, des petits investisseurs. On a fait une levée de fonds de 183 000 euros exactement. Ok. On a 28 investisseurs, et c'était des tickets de 3 000 euros. Euh, donc on a des gens qui ont investi différents montants dans la société, mais du coup c'était plutôt des gens qui investissaient là-dedans en échange de parts de la société, qui investissaient là-dedans parce que c'était un projet coup de cœur pour eux, c'est Friends and Family, on appelle ça la Love Ouais, la Money. love money, ouais. Donc c'est souvent des gens qui nous aiment bien. Euh, Ok. on entend par là les parents, les frères et sœurs. Et puis après aussi Timothée, vu que c'était un petit peu son boulot avant en fusion-acquisition, a contacté aussi beaucoup de gens via LinkedIn, et aller chercher beaucoup d'investisseurs que pour le coup on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, la majorité de nos investisseurs, c'est pas des gens qu'on connaissait personnellement avant, mais c'est des gens qui étaient touchés par le produit et par l'histoire qu'il y avait derrière. Et donc ça, du coup, ça nous a permis, cette levée de fonds, si je dis pas de bêtises, on l'a clôturée en 2021. Elle a duré combien de temps, la phase de levée? Elle a duré longtemps. Aujourd'hui, en refaisant les choses, on les ferait sans doute différemment. Encore une fois, quand on a l'expérience du truc, on réinterprète tout, et on se dirait on aurait fait les choses différemment. Mais en fait, on a quasiment bouclé les 183 000 euros. On les a bouclés en l'espace de 3 mois, 3-4 mois. Mais on l'a laissée ensuite ouverte plus longtemps, parce qu'on était rentré dans une série
alors pas d'investissement, mais une série d'entretiens pour un possible investissement avec un groupe d'investisseurs et qui a pris pas mal de temps, donc qui a duré 3 mois supplémentaires. Et au bout duquel on est arrivé jusqu'au dernier round et au moment de prendre la décision d'investir dans la boîte, finalement, ils ont décidé de ne pas investir. Mais donc du coup, on l'a laissé ouverte beaucoup plus longtemps que ce qu'on aurait dû et on l'aurait, si jamais on avait su ce qui allait se passer, on l'aurait fermé beaucoup plus tôt et ça nous aurait permis de se concentrer sur d'autres choses. Ouais. Mais Ok. bon, ça, on peut le savoir qu'à posteriori. Ouais. Et si on n'avait pas essayé, on ne le saurait pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête de cette levée de fonds qui pourraient être un conseil ou même de toi, un apprentissage que tu as eu par rapport à cette période? C'est que c'est un boulot à plein temps. C'est que pendant ces 3-4 mois-là, c'était Tim qui était vraiment dédié à la levée de fonds et à tout le boulot sur la levée de fonds. Et pendant ces 3-4 mois-là, Tim n'a rien fait d'autre que ça. Et Ok. c'est-à-dire qu'au moment où on se lance dans une levée de fonds, il faut savoir quel est son objectif. Il faut se dire, ok, je lève des fonds, mais pourquoi je lève des fonds? Est-ce que c'est juste pour avoir des sous? Ça, c'est pas très intéressant, mais c'est qu'est-ce que je vais en faire? Et avoir vraiment un plan dessiné en tête déjà de ce qu'on va en faire, donc pourquoi est-ce qu'on va chercher cet argent, et de réaliser que la personne qui va être en charge de ça, ça va être un nouveau boulot à temps complet pour elle. Donc il faut gérer la boîte. Nous, on avait l'avantage à ce moment-là d'être deux et du coup d'être en capacité, en tous les cas, moi, d'absorber une partie du boulot de Timothée et qu'il puisse rester concentré sur cette partie levée de fonds. Mais il faut savoir que ça va être un boulot à temps complet. Parce que on demande aux gens, alors 3 000 euros, c'est pas très important comme montant quand on parle d'investissement dans les entreprises, mais il faut savoir que c'est des particuliers qui mettent ces tickets-là, et du coup, c'est quand même 3, 6, 12 000 euros qui sont mis dans une société, et il faut que les gens en face sachent si c'est solide Ouais. et pourquoi ils investissent. Donc il faut vraiment savoir être très convaincant et ça prend beaucoup de temps. Il faut créer la confiance avec les gens à qui on va demander d'investir parce que alors c'est du capital risque, donc ils savent qu'il y a un risque au moment où ils investissent, mais le but est toujours que le risque soit minimum et qu'au moins le risque soit contrôlé. Donc il faut vraiment créer cette confiance-là avec ses potentiels investisseurs et c'est comme ça qu'on arrive à lever des fonds. Il faut que le projet soit solide, mais le truc c'est qu'il ne faut pas que le projet s'arrête pendant ce temps-là. Donc il faut continuer à se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire vendre des bouteilles, créer des nouveaux produits qui sont intéressants. Qui vont ramener après de rapporter, rapporter, ouais. Et qui vont rapporter. Donc c'est là, c'est le principal apprentissage que j'ai eu de cette levée de fonds, c'est que c'est extrêmement chronophage et qu'il faut bien réaliser au moment où on se lance que ça va prendre ce temps-là. Ouais. Et si on est solo, ça peut être un vrai challenge de pouvoir garder la prod et la levée de fonds d'un côté. Exactement. D'autant plus que nous, on a fait le choix d'avoir toute cette partie conditionnement qui est internalisée. On faisait nous-mêmes les livraisons en plus à l'époque, donc du coup ça fait quand même beaucoup de choses à faire et on faisait nous-mêmes toute la partie commerciale et on fait toujours nous-mêmes toutes ces parties-là, donc c'est déjà un taf assez prenant. Ouais, j'imagine. Et ces investisseurs aujourd'hui, on vient un peu tous les deux de l'univers des startups et on sait qu'avoir des investisseurs dans sa boîte, ça veut aussi dire une forme de prise de contrôle, puisque c'est des parts de la boîte qui sont données à certaines personnes qui ne sont plus forcément toi ou Tim à l'époque. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que ces personnes ont une influence sur tes prochaines gammes, sont peut-être aussi conseillées? Est-ce que je dis influence, on peut le voir d'un mauvais côté, mais on peut surtout aussi le voir d'un bon côté avec le côté recommandation, mise en contact, etc. Comment ça se passe avec ces investisseurs aujourd'hui? On a été très mauvais, nous, avec eux. Ok, d'accord. On a été très mauvais, c'est-à-dire que on a fait cette levée de fonds et en fait, t'es absorbé toute la journée dans ta journée de travail et de ton boulot au jour le jour.
Et on a été très mauvais parce qu'on les a pas assez impliqués dans notre stratégie. Alors, c'est un avantage, c'est que justement, on sait que quand on fait rentrer des investisseurs, on peut laisser une partie du contrôle de la boîte à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui est très dur quand on est créateur d'une société, se dire il y a quelqu'un qui va me dire ce qu'il faut que je fasse. Justement, si on fait ce boulot-là et qu'on décide de créer sa boîte, c'est parce qu'on a envie de faire ce qu'on veut. Donc d'un côté, nous on a été très mauvais et on a eu de la chance avec eux. C'est que je crois qu'ils nous en ont pas encore trop tenu rigueur et qu'ils nous ont laissé avancer. Donc on les a informés des différentes avancées, etc. de la société, mais ça c'est quelque chose là qu'on est en train d'essayer de changer et de mettre en place. Je leur ai envoyé un mail pas plus tard que hier soir à l'ensemble de nos investisseurs pour justement leur expliquer où on allait et pour leur annoncer qu'on allait tous se réunir, que j'allais les réunir en janvier ou février avec l'objectif de pouvoir aussi récupérer ce que eux ont de leur expérience et ce que eux peuvent nous apporter. Alors il y en a qui étaient très contents d'apporter des fonds. Là on parle de la love money pure et dure. Ouais. Il y en a qui étaient très contents juste d'apporter des fonds sans avoir une envie particulière d'apporter quelque chose ou même sans avoir une expérience qui pourrait nous être intéressante. Mais il y en a plein d'autres qui ont aussi des expériences qui peuvent nous être intéressantes. Et puis au-delà de l'expérience, c'est des contacts. Parce qu'un tel connaît un tel qui connaît un tel. Et finalement, on se rend compte qu'on pouvait avoir accès à une personne hyper intéressante dès le départ. Oui, ils n'étaient pas au courant que tu en avais besoin, donc voilà. ils t'ont pas proposé, etc. C'est un peu le cercle. Voilà, donc ça, ça fait partie des choses qu'on a appris de la levée de fonds aussi. On a eu de la chance d'avoir des investisseurs qui nous ont pas embêtés et qui nous ont laissé faire ce qu'on voulait. Mais nous, de notre côté, on n'a pas assez tiré profit de cet investissement-là au-delà de la partie financière. Ouais. Voilà. Et ça, du coup, c'est un apprentissage là, sur lequel on essaye d'évoluer et sur lequel maintenant j'ai envie de plus les impliquer. D'autant plus que au départ, j'avais Timothée avec qui on partageait tout et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un en face de soi, une altérité qui remet en cause tes idées, qui te dit mais fais gaffe, ça c'est peut-être pas bien. Ping-pong un peu, le challenge. Et on avait ce ping-pong-là avec Timothée. Depuis que Timothée est parti, c'est plus difficile d'avoir un ping-pong avec quelqu'un parce que même si on parle avec d'autres entrepreneurs et qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets communs, c'est quand même des gens qui connaissent pas forcément notre secteur, donc du coup on se sent un petit peu seul. Je crois que c'est souvent le problème de l'entrepreneur qui se sent un peu seul, et justement il faut pas oublier que avant d'être des gens qui veulent absolument prendre le contrôle de ta société, tes investisseurs, c'est des gens qui ont investi en voulant voir une boîte qui réussit, en voulant investir dans une boîte qui réussit, donc du coup ils sont prêts aussi à t'aider et toute leur aide va valoriser leur capital. Ouais. Donc, du coup, il faut tirer profit de ça. Ça marche. J'ai une dernière question pour clôturer un peu sur le côté business, on va dire. À partir de quel moment, toi, tu as pu te dégager un salaire ? C'est une très bonne question. J'attends encore de pouvoir te donner une Okay, date d'accord. exacte. Ok, d'accord, ça marche. C'est pour que les gens aussi comprennent que tout ça, ça prend du temps et que même en ayant la meilleure pensée finance et en anticipant tout, comme tu as dit, il y a le Covid qui est arrivé, il y a des choses qui changent et c'est hyper intéressant aussi pour moi de comprendre à partir de quel moment on commence à en vivre. On commence à en vivre. Écoute, moi, je n'en vis pas aujourd'hui complètement. Je ne pourrais pas vivre que de ça. Alors, je suis à 100% sur le projet. J'ai eu de la chance de mettre suffisamment de sous de côté pour me permettre de continuer à manger le soir. Mais là, on commence à y arriver. Okay. On commence à y arriver. Je vais pouvoir salarier une personne là, à partir du mois de mars sur la partie commerciale. Mais c'est une personne que je vais salarier avant de me salarier moi. Ouais, ok.
Donc aujourd'hui, je commence à pouvoir me rembourser mon compte d'associé, donc mon compte courant d'associé. Donc c'est les sous que j'ai apportés au départ dans la boîte. Donc pour l'instant, c'est une boîte qui m'a coûté plus d'argent que ce qu'elle m'en a rapporté. Euh, Après, le but, bien entendu, c'est toujours, c'est aussi comme j'ai des investisseurs, moi aussi j'ai investi dans ma boîte et c'est un argent que j'espère voir valorisé ensuite à terme. Euh, mais aujourd'hui, oui, je me rembourse quand la trésor le permet. Euh, c'est aussi le problème d'avoir une boîte en croissance. C'est un bon problème, hein. Tu Mais réinvestis, tu réinvestis, voilà, tu réinvestis. on réinvestit tout, on a besoin de... C'est ce que j'expliquais sur la partie tout à l'heure taxe sur l'alcool, c'est que nous, nos clients nous payent à 30, 60 jours et que nous, on doit payer les taxes sur l'alcool immédiatement. Donc du coup, voilà, il y a des gros besoins en fonds de roulement. Euh, Ce qui fait que plus on vend d'alcool, plus il y a besoin de sous et moins il y en a sur le compte. Mais bon, je suis toujours là pour en parler, donc c'est quand même bien. Ça marche. Merci Mathieu. Et voilà, l'épisode 1 d'À l'origine de Baignolles est fini. On se retrouve lundi prochain pour la suite. On parlera de l'origine du nom Cocktailers, des premières étapes du lancement et bien sûr on parlera financement. Mathieu te racontera comment ils ont vécu leur levée de fonds pour faire grandir la marque. En attendant, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode et à mettre 5 étoiles si ça t'a plu. Ça me motive à continuer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram avec origine.podcast. J'y mets notamment des photos assez exclues qui te permettent de rentrer encore plus dans les coulisses. Je t'en dis pas plus et à très vite.